tiens une nouvelle fois à vous féliciter et à vous remercier tous, acteurs de terrain, pour les initiatives que vous menez avec détermination et persévérance au service d'un accompagnement de qualité des jeunes les plus vulnérables. La Fondation Pierre Bellon est une fondation familiale, fondation reconnue d'utilité publique qui œuvre à accompagner les associations, les acteurs associatifs du champ de l'éducation et de la jeunesse en France et à l'international. On a 3 sujets fondamentaux qui nous intéressent. Le premier, c'est l'alphabétisation et tout ce qui concerne les savoirs de base. Le deuxième, la réalisation du potentiel de la jeunesse. Et le troisième, qui s'intéresse vers la vie au travail, comme on l'appelle, et qui traite des sujets de l'orientation scolaire et de l'insertion professionnelle. En 2022, on avait entre 35 et 40 associations partenaires. On les accompagne de plusieurs manières. Donc évidemment, la Fondation finance des projets associatifs. On s'attache aussi à essayer de répondre à leurs besoins, c'est essentiel pour nous. Et puis, une chose que je voudrais peut-être ne pas oublier, c'est qu'on tend à adopter une posture, un effet miroir. L'idée étant d'être dans une écoute vis-à-vis des associations, de leurs besoins et de leurs réalités, et en même temps de les challenger sur leurs fondamentaux, leur vision par exemple, comme le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Une vision, c'est quelque chose qui me donne sens. Et le sens, vous savez, ça a 2 connotations. D'une part, les valeurs. Qu'est-ce qui fonde finalement ma pensée? Et donc, c'est comme des racines, c'est finalement des balises. Et puis d'un autre côté, c'est une direction, un cap, vers où je vais. Et c'est très important d'avoir cela parce que, en fait, c'est à la fois l'articulation entre des racines, quelles sont les valeurs sur lesquelles je sais que je suis constitué, et bien évidemment, vers où je vais, c'est-à-dire finalement des racines et des ailes. La vision, c'est une solution. Mais on peut avoir un besoin. Et plutôt que d'arriver à une solution, de partir d'un besoin commun, de trouver une solution, c'est en soi une capacité à cheminer. Alors je me tourne vers nos intervenants. Merci à vous d'être là aujourd'hui. J'ai envie de vous interroger en tout premier lieu. Si vous deviez, en quelques mots comme ça, définir la vision. La vision que nous avons eue, on la formule souvent, nous, sous le terme d'un rêve. Donc on dit que le rêve d'unicité, pour ceux qui nous connaissent, ils le connaissent un peu par cœur, c'est qu'un jour, il fasse partie de l'éducation de tous les jeunes, de consacrer une année de sa vie à aider les autres, à servir la société, à servir l'intérêt général. Donc le besoin la vision que nous avions formulée dans une charte qui existe toujours, c'était celle d'une société solidaire et respectueuse des différences, où tous les individus se sentent avoir une place et sont soutenus dans cette démarche. La question, c'est est-ce que je suis clair sur mon désir? C'est Spinoza qui disait la plus grande difficulté de l'être humain, c'est de connaître la nature de son propre désir. Parfois, on ne connaît pas notre désir, et c'est en se projetant dans un rêve. Et tout d'un coup, on prend conscience de notre désir. Et parfois, on est très clair sur ce que dans la vidéo on entendait comme l'expression d'un besoin. On ne veut pas que d'autres parents vivent ça. Ça, c'est un désir profond. Et là, on a une vision. On a une vision de la recherche qui a abouti. C'est un mouvement itératif. Je pense qu'il n'y a pas d'ordre, mais il y a une articulation de cette mise en mouvement entre une réalité d'aujourd'hui et un rêve demain. Tu parlais de rêve, Marie. Je pense que c'est tout à fait juste. Et en même temps, elle émerge de quoi, cette proposition? Elle émerge de beaucoup d'écoute de son environnement, elle émerge de tout un processus. Donc il y a aussi l'idée que la vision, c'est un processus qui évolue, qui se construit, qui se modifie. Et je trouve ça très intéressant. Isabelle, je crois que vous travaillez aussi de cette manière-là dans l'accompagnement du changement d'échelle. Nous, dans la partie changement d'échelle, finalement, ce qu'on voit, c'est que très souvent, les organisations se sont posé la question au début, quand ils ont créé la structure, quand ils ont lancé. Et puis finalement, dans le changement d'échelle, c'est une nouvelle phase de vie. Et parfois, si on n'a pas un peu pris ce temps de se reposer la question de pourquoi on est ensemble, c'est quoi, vers quoi on veut aller, c'est quoi notre cap, finalement, on peut voir que
la vie a fait que, comme tu évoquais, les choses sont un peu parties dans différents sens. Chacun a mis un petit peu ses envies, ses rêves à avancer au fil de l'eau, et que se reposer cette question à un moment où on a déjà un peu grandi, où on veut faire grandir son impact, ça va être un autre moment assez critique pour se réinterroger sur c'est quoi notre rêve commun, comment est-ce qu'on donne du sens à notre action, alors qu'on va potentiellement remettre en bascule notre organisation, parce que en général, on est arrivé à quelque chose qui est relativement satisfaisant, on a un bon impact, on a des équipes qui tournent, etc. Puis on se dit, j'ai envie de voir un impact beaucoup plus significatif, mais donc ça veut dire qu'on est dans une nouvelle phase de redevoir s'interroger. Merci à tous les trois. On vous applaudit et on vous remercie de votre engagement pour cette table ronde. Est-ce que vous pouvez nous préciser quelle est la vision que porte votre organisation, les uns les autres, et puis aussi une grande réalisation dont vous êtes fiers quand vous regardez l'histoire de votre organisation depuis sa fondation? La plus grande réalisation, on va dire la plus structurante pour nous à ce stade, je pense, c'est le fait d'avoir dès le début imaginé une action en 2 piliers, 2 axes. D'une part, une vision très tournée autour de la recherche d'impact direct. Mais toute la question est de dire, nous, avec Chemin d'Avenir, d'ici 2025, on aura peut-être accompagné individuellement 25 000 jeunes. On parle de 10 millions des jeunes Français. Donc seul, ça ne sera jamais à la hauteur de l'enjeu. D'où la deuxième jambe. Et je m'en arrêterai là. Mais je pense que c'est vraiment un des éléments qui fait qu'on a pu avancer et avancer assez vite et avoir une croissance rapide, à la fois en termes de recherche d'impact, de démonstration de notre impact et de débouchés également concrets, y compris de politique publique. Mais donc toute la deuxième jambe consiste à essayer de non pas uniquement changer individuellement la vie de ces jeunes, mais de manière pas très modeste, je l'avoue, changer la société française au profit de la jeunesse des territoires. Et quand je dis la société, les pouvoirs publics, les entreprises, les autres associations, les autres structures de l'économie sociale et solidaire, les médias, le grand public. Et donc ça permet ensuite qu'ils développent des dispositifs en étant, eux, beaucoup plus puissants et avec beaucoup plus de capacité d'impact qu'une association comme Chemin d'Avenir. Et ça passe par des choses, encore une fois, que vous connaissez par cœur, qui vont de l'écriture de livres à des sondages d'opinion, en passant par des rapports ministériels. Si vous n'avez pas la chance d'aller à l'école, si vous n'avez pas la chance d'aller à l'université, si vous n'avez pas accès à une presse libre et de qualité, si vous n'avez pas accès à Internet, enfin tous ces aspects qui font qu'à un moment donné, on voit bien que dans le monde, dans la société de l'information globalisée dans laquelle on vit aujourd'hui, la question de l'accès, la manière dont on va maîtriser l'information et la connaissance sont des leviers fondamentaux des inégalités. Et donc c'est ça la vision de Bibliothèques sans frontières, c'est celle-ci, c'est de se dire comment on arrive à faire émerger des sociétés apprenantes. Moi j'aime bien ce terme de société apprenante, j'utilise un peu maintenant à toutes les sauces, c'est Stiglitz qui l'a théorisé il y a quelques temps, mais cette idée finalement qu'on crée des sociétés qui sont capables d'apprendre à tout moment, parce que je pense qu'on apprend aujourd'hui de 5 à 20 ans à l'université, mais que ça ne suffit pas, parce que 10 ans après, les savoirs sont devenus obsolètes, parce qu'on voit bien que le monde va tellement vite que ce qu'on a appris il y a 20 ans n'a plus beaucoup d'intérêt, ou enfin si, ça a un intérêt, pardon, je ne devrais pas le dire comme ça, a beaucoup d'intérêt, mais il faut continuer d'apprendre. La vision, c'est aussi se permettre de pouvoir rencontrer des choses qu'on n'avait pas prévues au départ et d'être à l'écoute de ça. La vision de la FEV, elle est la vision de départ de la FEV. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une vision qui est encore vivante, qui est 3 choses. Un, c'est la question des inégalités de parcours et les inégalités dans les quartiers. L'idée que dans ces quartiers-là, il y a un cumul de difficultés, que ce cumul de difficultés renforce les difficultés et les inégalités, et qu'on est face à des quartiers qui sont en train d'être relégués. Et le deuxième élément, c'est la conviction que contrairement à ce qu'on voulait bien dire à l'époque, les jeunes souhaitent s'engager et quand ils s'engagent, ça peut être utile. Jonathan, sur la vision et les fiertés, les réalisations? Donc Cap International, effectivement, c'est une coalition de 35 associations de terrain et de survivantes de la prostitution et de la traite à des fins d'exploitation sexuelle qui opèrent aujourd'hui dans 28 pays. Lorsqu'on a des personnes, et on le voit dans les programmes qui sont mis en œuvre, des personnes qui arrivent à s'extraire durablement de ces systèmes-là
à changer de vie parce qu'elles l'ont souhaité, à se reconstruire et même à s'engager pour aider d'autres à prendre ce chemin-là, c'est une de nos plus grandes fiertés. Aujourd'hui, la vice-présidente de la coalition est une personne qui a été en prostitution pendant plusieurs années, par exemple. Elle est aujourd'hui en leadership d'une coalition internationale et c'est pas du tout un cas unique. Et donc ça, pour nous, c'est extrêmement important et c'est quelque chose auquel on doit travailler au quotidien. Je voudrais vraiment remercier chaleureusement Salomé, Jérémy, Jonathan et Christophe pour vos témoignages. J'espère que ça a pu vous éclairer sur cette question-là et je propose qu'on les applaudisse très fort. Et puis cet après-midi, pour la première fois, on organise un travail de masterclass. Donc l'idée, c'est d'apprendre ensemble, en mobilisant des organismes. Il y en a 2 aujourd'hui, l'Association française des fundraisers sur la question de la levée de fonds et IDEAS qui s'intéresse à la gouvernance. Donc l'enjeu pour nous, c'est de mobiliser les acteurs qui sont reconnus et légitimes sur des sujets et de mettre à disposition leur savoir auprès de nos associations partenaires. Alors moi j'ai participé à l'atelier sur la gouvernance, super intéressant, d'abord très expert, le niveau des intervenants était assez expert et puis comme souvent c'est aussi le groupe, les échanges dans le groupe qui ont été très soutenants. Donc en fait ce qui m'a le plus frappé aujourd'hui avant tout c'est l'écoute, la bienveillance. Je crois que c'est quelque chose qui est assez caractéristique nous de la relation qu'on a avec la Fondation Pierre Bellon à la base et depuis l'origine. Et puis là, sur le fundraising, c'était intéressant d'avoir l'expérience. Et c'est quand même assez intéressant de se dire qu'on vient dans une fondation qui nous soutient et finalement qui nous aide à trouver d'autres financeurs et de se mettre en réseau. Et le temps de ce matin a redonné un peu de perspective et de dimension, finalement à rappeler à chacun ce qu'on a des valeurs, on croit en notre projet, on va à 100 à l'heure tous les jours, on travaille beaucoup trop et parce qu'on croit en fait à ce qu'on fait. Marie disait ce matin, on contribue à un tout petit bout à travers une solution. Mais si chacun contribue à un tout petit bout, si chacun dès aujourd'hui commence, s'engage et nourrit pas après pas, au bout du compte, on y arrivera à cette vision. En fait, la qualité aussi de l'endroit dans lequel on est reçu, je crois qu'on est tous sensibles à ça parce que notre quotidien professionnel, c'est pas celui-là et que c'est aussi une journée cadeau et merci pour ça, ça fait du bien. Voilà, merci.